Quelque chose de complètement différent qu'on va faire ensemble, un petit voyage, et c'est pas la carte de la France que je vais vous montrer, mais vous verrez à un moment donné la carte du monde. On m'a dit de commencer par une blague, comme un conseil générique, parce que ça permet de détendre un peu, de me détendre et puis détendre le truc. Donc j'ai trouvé un aphorisme qui est le suivant, et vous allez le finir avec moi. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors ça peut être amusant. En fait, ça agace beaucoup le chercheur que je suis, ça agace sans doute les chercheurs qui sont dans la salle. En même temps, ça nous interpelle, et je pense que ce genre de blague de comptoir du Café du Commerce doit être pris plus au sérieux qu'on ne le fait. Il s'inscrit aussi dans un contexte depuis une vingtaine d'années où on est loin des âges d'or de la relation science-société, où la science était censée pourvoir à tous les besoins de la société, qu'ils soient imaginaires ou réels, et où, pendant les 30 glorieuses après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Révolution verte, dans les années 70-80, la science, la technologie ont pu résoudre tout un tas de problèmes de l'humanité sur lesquels je vais revenir parce que malheureusement, ces fléaux, pour certains, sont toujours bien présents. La recherche traverse aussi une forme de crise dans sa relation, dans son alliance avec les sociétés, parce que depuis une vingtaine d'années, Internet est bel et bien là. Et malheureusement, à côté de tous ces bienfaits que nul ne peut contester, il charrie avec lui tout un tas de complots, de fake news, de désinformation. Et aujourd'hui, avec le revers d'un tweet, le plus farfelu et le plus malveillant des soi-disant influenceurs peut mettre à mal des années de recherche, des résultats avérés, sérieusement établis. Et parce que quelqu'un, quelque part sur le web, peut dire des choses complètement absurdes, il suffit que des gens assez naïfs ou qui n'ont pas l'esprit critique pour regarder de quoi ils retournent, vont adhérer à ces approches ou à ces affirmations et mettre à mal donc ainsi la recherche. Tout cela est difficile. Évidemment, les rapports que produisent la science, que produisent les scientifiques sur les changements globaux, le changement climatique, les altérations de la biodiversité, des écosystèmes, ces rapports sont tous très attendus toujours, mais surtout par les médias finalement, et par certains citoyens, certains politiques. Mais on doit aussi faire le constat que les politiques ne les utilisent pas peut-être comme ils le devraient pour passer à l'action. Alors face à tout cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, il me semble qu'il nous faut, c'est aux chercheurs, à la science, de prendre les devants et d'essayer de rénover, de revigorer, si on peut prendre un terme un peu désuet, cette alliance science-société pour redonner confiance aux citoyens dans ces dispositifs de recherche, et notamment la recherche publique. Et d'abord, pour démonter un petit peu cet aphorisme, trouver, ça ne veut rien dire trouver. Un chercheur, il ne trouve rien du tout. Un chercheur, il produit des choses. Il produit continuellement des choses. Et c'est intéressant peut-être de reposer ce panorama des choses qui sont produites par les chercheurs. D'abord, la recherche, et j'aurais peut-être dû passer à la première diapo, excusez-moi. La recherche, elle produit des connaissances. C'est une de ses fonctions premières. Elle produit des inventions, des solutions techniques, en combinant ces connaissances, en les organisant et en produisant des produits, des inventions, des solutions technologiques souvent, dont s'empare l'industrie, puis le commerce et, CF, la présentation précédente, au bout du bout, le consommateur. La science, elle produit aussi des ressources, des analyses, des expertises qui sont censées alimenter le décideur public, la sphère politique, pour mieux documenter les décisions, les arbitrages qui sont à prendre pour faire avancer les sociétés vers le progrès. Et puis enfin, une quatrième forme de production qui est méconnue, et c'est celle qui est le plus difficile à évaluer, c'est sur laquelle je vais insister aujourd'hui, c'est la production de changement. Oui, la recherche a une ambition transformatrice. C'était une de ses fonctions premières, il faut toujours s'en rappeler, et peut-être qu'on a perdu ce fil, et c'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui, et qui fait qu'il y a de la suspicion, parfois du doute, de l'incertitude, voire parfois la recherche est attaquée lorsqu'elle travaille sur le génome ou lorsque des crises sanitaires interviennent, par exemple. Et il faut restaurer cette confiance, et donc restaurer la confiance, ça veut dire être transparent, se mettre en visibilité, affirmer nos intentions, les expliciter, et dire pourquoi nous travaillons. Et c'est un peu vers ça que je veux aller. Par rapport à cela, et par rapport à cette idée de revisiter cette relation entre science et société, il nous faut nous donner une boussole. Alors les Nations Unies, je prends l'entité de gouvernance mondiale la plus reconnue et celle qui est sans doute la plus légitime. Les Nations Unies se sont dotées d'objectifs de développement durable au nombre de 17. Ils sont ce qu'ils sont. Je ne vais pas faire maintenant l'exégèse de leurs limites, des critiques qui ont été émises, mais ils ont le mérite d'exister et de montrer à l'humanité et dans l'environnement dans lequel vit cette humanité, quels sont les grands enjeux de développement du monde et les problèmes de développement durable. Depuis les problèmes de réduction de la pauvreté, d'augmentation de la sécurité alimentaire des populations, de niveau d'éducation qui doit s'élever, des dimensions plus économiques et financières avec des revenus, des emplois qui doivent être générés, notamment dans les pays en développement.
et puis évidemment les questions environnementales qui se posent aujourd'hui à nous. La société pour laquelle je travaille, la compagnie, je vais donc la citer, cette fois-ci résolument, qui s'appelle le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, avec ses partenaires, comme l'INRA par exemple, l'Institut national de recherche agronomique, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de se dire comment rendre nos travaux plus visibles, de réaffirmer notre ambition transformatrice sur les sociétés, notamment au Sud, les sociétés qui ont le plus besoin de voir des progrès réalisés dans différentes composantes de leur développement. Nous avons réalisé des études de cas, sur 13 études de cas réparties sur la planète, et vous voyez qu'ils se concentrent sur les pays qui sont le plus en besoin de voir accompagner leur développement et voir résolu les problèmes qu'ils affrontent, en Amérique latine, beaucoup en Afrique, et puis en Asie du Sud-Est. Il y a une grande diversité de ces études de cas, autour de la santé animale et humaine, avec par exemple l'éradication de la mouche tsetse, rien que ça, des problèmes de peste végétale autour de maladies des mouches des fruits qui attaquent les baies de café en Amérique centrale, des problèmes de riziculture à Madagascar, des problèmes de ver blanc qui attaquent la canne à sucre à La Réunion, etc. Alors, à partir de ces études de cas, il nous a fallu établir une méthode. Et d'abord reconnaître que le processus d'innovation, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement, et ce n'est pas quelque chose qui se fait seul. Un processus d'innovation est un processus complexe, surtout quand on veut aborder les challenges qui sont listés par les objectifs de développement durable. On ne résout pas la pauvreté en 5 minutes, tout seul, et avec peu de partenaires, et en ignorant le caractère complexe de l'innovation. Ça prend du temps, il y a des boucles de feedback, d'itération, des impasses. On va devoir saisir des opportunités qui se présentent et qu'on n'avait pas anticipées. Il faudra savoir les saisir. Il faudra aussi accepter l'échec. Il faudra prendre les leçons de ces échecs. Et donc le processus de développement, le processus d'innovation est quelque chose de complexe. L'autre principe que l'on doit retenir, c'est que l'on a retenu dans ces études et qui nous ont permis d'asseoir cette méthodologie, c'est de se dire qu'une approche classique, qui est encore en cours de l'évaluation de l'impact de la recherche et le développement, c'est une approche assez quantitative, basée sur des modèles économétriques, des analyses statistiques, qui consistent à essayer d'attribuer à la recherche le mérite de tel ou tel impact sociétal, et en disant, ben voilà, 1 euro investi dans de la recherche sur telle ou telle chose va produire tel effet sur le revenu, l'emploi, la création de richesses ou la préservation de l'environnement sur un territoire ou dans une filière donnée. On a fait le constat que cette approche est assez erronée, elle est souvent fausse, parce que les données venues des pays dans lesquels nous travaillons justement sont incertaines, sont peu accessibles, et parfois, quand elles le sont, leur qualité est douteuse. Du coup, on s'est orienté vers une approche plus qualitative et quantitative, une approche mixte, qui reconnaissait plutôt le rôle contributif de la recherche parmi d'autres opérateurs dans ce processus d'innovation. Donc, on oublie la tentative d'attribuer à la recherche seule les mérites et les bénéfices, mais de voir que tout un réseau d'acteurs intervient dans le réseau d'innovation. Le deuxième élément important de cette démarche, c'est d'abord de l'asseoir au plan scientifique. Et nous avons assis cette démarche sur ce qu'on appelle le concept de théorie de changement. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie de changement? C'est une succession d'étapes, depuis des impacts. Quelles ont été les étapes nécessaires pour atteindre cet impact sociétal, encore une fois, liés aux revenus, à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire, la santé du bétail, etc., les protections des ressources aussi. Comment, pour arriver à cette étape finale, à cet objectif final, des étapes intermédiaires ont été nécessaires, impliquant la recherche, et comment ces étapes sont liées par des éléments de causalité. Qu'a-t-il fallu faire pour atteindre tel objectif? Voilà, en très résumé, cette démarche basée sur le concept de théorie de changement, qui nous amène à relater un chemin d'impact. C'est comme ça que la démarche appelle ce cheminement. C'est en fait un système d'innovation qui se déploie devant nous avec plusieurs opérateurs, dont la recherche, plusieurs étapes, des chaînes de causalité et au bout, des impacts. Bon, l'exemple ici, en anglais malheureusement, mais décrit, j'ai pris le plus simple des 13 études de cas, c'est le passage d'une riziculture à Madagascar traditionnelle dans les bas-fonds, où malheureusement les terres sont de moins en moins accessibles pour des petits producteurs, vers un système où on produit du riz inondé, ou un système complètement révolutionnaire pour les paysans sur place, un riz qui n'est plus inondé. Donc imaginez-vous le riz en casier inondé, c'est un peu les images traditionnelles que l'on a, à un riz comme du blé sur des versants,
sec, uniquement alimenté en eau par du pluvial. Ça nécessite de nouvelles variétés, de nouveaux systèmes de culture, des changements radicaux des pratiques des producteurs. Et nous avons obtenu des résultats qui aujourd'hui sont avérés avec une extension massive de ce nouveau système de culture sur les hauts plateaux malgaches. Et ce chemin d'impact, cette théorie de changement est déployée ici avec, vous voyez, différentes étapes, depuis les ressources mobilisées par la recherche, les produits de cette recherche, les résultats de cette recherche les produits sont appropriés par un certain nombre d'opérateurs, des conseillers agricoles, des coopératives, le secteur privé, des agriculteurs eux-mêmes, en groupement, des communautés, et ensuite comment cette appropriation des solutions développées par la recherche génère in fine des impacts, qu'ils soient directs de niveau 1, ceux que l'on avait souvent anticipés, et puis parfois des impacts que l'on n'attendait pas et qui arrivent soit un peu plus à long terme, ou des impacts qui sont différents de ceux que l'on attendait. Les produits de telles études, maintenant que notre démarche est bien arrêtée, je précise que les projets sur lesquels nous avons travaillé, c'est important pour la suite, étaient des projets terminés, des projets ou en cours de finalisation dans lesquels on a été capable, sur du réel, on connaissait ce que la recherche a fait, l'intervention des différents contributeurs, et puis les impacts obtenus. Il nous a fallu simplement, tout un exercice, mais expliciter toute cette chaîne de changement qui s'est opérée. Le produit final, bien sûr, celui qui intéresse beaucoup les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds, les opérateurs de la sphère politique, c'est comment finalement on quantifie ces impacts. Et donc on a choisi de présenter ça sous forme de rosaces ou de radars comme celui-là, avec des impacts de caractère différents autour des ressources naturelles, autour des aspects économiques et financiers, autour du bien-être des populations, et puis des dimensions plus institutionnelles. J'ai choisi ce radar-là parce que d'abord, il y a de nombreux impacts positifs. Il s'agit là de sélection participative du sorgho au Burkina Faso, en comparaison et en alternative au processus habituel qui consiste en quelques partages de semences locales par les producteurs et l'intervention du secteur privé qui a pas mal perturbé le processus. Cette nouvelle forme de sélection participative et de partage organisé des semences entre producteurs a généré de nombreux impacts positifs dans les différents domaines que l'on avait identifiés en consensus avec les producteurs eux-mêmes. Et puis, à noter un petit impact négatif. Le changement, ça perturbe. Et on voit que au plan culturel et des conditions de vie des populations, changer de système, ça ne leur a pas toujours plu. Mais globalement, ils ont reconnu que l'essentiel des impacts positifs contrebalançait largement les quelques petits désagréments qui pouvaient encourir. C'était juste un exemple de cette approche. Alors, notre démarche pour des projets déjà réalisée, elle est très intéressante, elle a beaucoup attiré l'attention des bailleurs de fonds et des financeurs du développement, parce qu'elle permet de mettre en visibilité ce que fait la recherche, ses finalités, ses intentions d'appui au développement et sa capacité transformatrice. Donc là encore, la recherche est capable non seulement de produire, comme je l'ai dit, des connaissances, des solutions techniques, des ressources pour les décideurs, mais aussi du changement. Ça, c'est important. Et l'attention a été tellement attirée qu'on s'est nous-mêmes interrogé sur le fait que, avec les bailleurs de fonds, s'est interrogé sur le fait que, et si on inversait la matrice? Et si on partait d'une page blanche? Le projet n'est pas réalisé, il n'existe même pas. Il n'y a même pas forcément d'idée préconçue sur qu'est-ce qu'il va falloir faire pour résoudre un problème. On pose d'abord le problème. Donc, on inverse la matrice, on regarde avec des acteurs politiques locaux, avec des groupements d'agriculteurs, des communautés rurales dans les pays du Sud, quels impacts majeurs seraient nécessaires pour améliorer vos conditions de vie, votre bien-être, la situation de votre environnement, maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ces gens-là nous disent, oui, il faut faire ci, il faudrait faire ça. Ça s'appelle déjà le chemin d'impact, la théorie de changement. Avec ces gens-là, de façon participative, on essaie de dérouler, mais dans l'autre sens par rapport à ce qu'on avait fait dans la démarche initiale, quels impacts on veut viser, quels résultats, c'est-à-dire comment les résultats de recherche obtenus pourront se mêler aux activités des conseillers agricoles, quel niveau de formation seront nécessaires, quelle montée en capacité sera nécessaire, quelles ressources de la recherche seront nécessaires. Et comme cela, en remontant tout le fil du chemin d'impact que vous avez vu tout à l'heure, on peut arriver à programmer la recherche. C'est très ambitieux, c'est assez radical comme posture. Souvenez-vous aussi de l'image de la tour d'ivoire dans laquelle s'enferment parfois certains chercheurs. Et il est vrai, on le voit dans ma propre organisation, le CIRAD, les chercheurs qui sont dans le versant le plus fondamental de la recherche sont aussi les plus rétifs à rentrer dans ce genre de logique. Mais ils y trouvent leur place. Et c'est donc un changement radical qui est possible. On est en train de le faire. Au moment où je vous parle, nos équipes travaillent maintenant à laisser un petit peu de côté une approche qui était dite ex post, c'est-à-dire une fois les projets terminés, et à s'intéresser plus à une approche ex ante, une page blanche, des préoccupations de développement qui se font jour,
comment nous mettons-nous en ordre de marche, nous la recherche, nos partenaires, pour travailler. Les leçons que l'on a appris de ces expériences, de l'expérience, une fois les projets réalisés, comme des premiers travaux que l'on fait sur les recherches à programmer, nous montrent que la recherche doit continuer absolument à produire des connaissances. Il y a beaucoup de changements qui nécessitent de mieux connaître les mécanismes, qu'ils soient de caractère humain ou biophysique, qui gèrent finalement le fonctionnement de la planète. La recherche doit aussi continuer à produire des solutions techniques, il faut absolument continuer, à alimenter les politiques avec des ressources, et puis évidemment à produire du changement. Mais cela n'est pas nécessaire. Pour arriver à ce que cette chaîne soit vertueuse et fonctionne bien, il nous faut produire deux choses qui n'étaient pas forcément dans l'agenda initial de la recherche. Il nous faut produire des partenariats, comme un levier, non pas comme une fin en soi, mais comme un levier pour vraiment que toute une communauté dans le système d'innovation se mette en marche, s'interconnaisse, interagisse et ensemble accompagne l'innovation jusqu'à obtenir des impacts sociétaux. La deuxième chose que l'on a constatée, c'est qu'on doit aussi produire de la capacité, de la montée en capacité des partenaires. À chaque étape de ce chemin d'impact que je vous ai rapidement montré, il y a de la montée en capacité qui est nécessaire. Des chercheurs eux-mêmes qui doivent apprendre à travailler un peu autrement, et puis de l'ensemble des partenaires de la chaîne. Alors pour conclure et pour boucler avec ce avec quoi j'avais commencé, je dirais que des chercheurs qui trouvent, on en trouve. Il faut les chercher un petit peu, et il faut surtout que ces chercheurs acceptent une posture un peu nouvelle. Et dans mon organisation, il y a ces réticences, ces difficultés à un petit peu changer de posture, à accepter que finalement la société finalement coprogramme avec nous nos propres travaux. Mais une fois qu'on a accepté ce défi, on arrive à des résultats très intéressants. Je vous remercie.